L'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a été désigné candidat du Parti des peuples africains, PPACI, à l'élection présidentielle de 2025. C'était lors d'une convention du parti qui s'est tenue vendredi au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés par le parti à cette occasion, parmi lesquels les sujets de la réconciliation nationale, la réforme de la CEI, la cherté de la vie. L'ex-président Laurent Gbagbo a promis faire un seul mandat s'il est élu. On en parle après ce sujet de Salif Alekoué. Monsieur, on a avec nous le secrétaire général de la formation politique, justement, pour faire plus de précisions. Reportage. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été désigné vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan-Cocody, candidat de sa formation politique, le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, à l'élection présidentielle de 2025, même s'il est interdit de se présenter en raison d'une peine de 20 ans de prison. Dans un discours qui a duré plus d'une heure, Laurent Gbagbo, lors de la convention de son parti, a déclaré qu'il n'effectuerait qu'un seul mandat, qu'il prendrait des mesures pour mettre un terme à la corruption endémique et rendre le système judiciaire plus indépendant. Plusieurs sujets relatifs à la situation sociopolitique ivoirienne ont été abordés à cette occasion. Le PPACI revendique entre autres la dissolution de la CEI, la commission électorale indépendante, la reconstitution de la liste électorale et la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Alors, honorable Thierry Jean Gervais, vous êtes secrétaire général du Parti des peuples africains. Oui. Avant d'ouvrir le débat sur ce sujet, dites-nous, comment s'est passée cette convention? Tout s'est bien passé? Vos objectifs ont-ils été atteints? Oui, parfaitement. Nous avons eu près de 2000 délégués qui sont arrivés de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que la convention, dans notre processus, c'est l'instance qui réunit l'ensemble du parti, les organes de base, c'est-à-dire les fédérations dans chaque sous-préfecture, et les organes centraux, à savoir la direction du parti, les structures spécialisées, c'est-à-dire les structures de jeunes, les structures de femmes. Il y a aussi les structures d'activité, que sont les enseignants, les agents de l'État, les agents du privé. Et tout ce monde, les élus du parti, les députés, les maires, tout ce monde sont les membres statutaires de la Convention. Très bien. Or, le 9 mars dernier, le comité central, qui lui est un organe intermédiaire de décision, avait déjà pris la décision de demander au président Gbagbo d'être candidat, ce qu'il a accepté après 2 années d'hésitation. Et lorsqu'il a accepté, eh bien, il a été décidé qu'on aille à une structure plus grande et plus large à la base pour formaliser cela. Donc, nous avons édité 1992 badges de délégués qui ont tous été pris, c'est-à-dire les représentants du parti à la base, à raison de 3 personnes par fédération, sont venus, plus la direction, et nous avons procédé à la désignation, comme on le dit, disent les textes, à la désignation solennelle et formelle, et puis l'après-midi à son investiture solennelle. Donc la convention, en tant que rencontre statutaire, s'est très bien passée. André Silver, analyse de cette convention du Parti des peuples africains? Oui, c'était annoncé. Il n'y a pas eu de grande surprise, le président Gbagbo a été annoncé pour être le candidat. Je pense qu'il est le premier candidat déclaré, en tout cas en tant qu'homme, dans la catégorie des hommes d'État, parce que je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà annoncé sa candidature, une dame aussi du parti Nissin, voilà. Mais dans la catégorie des hommes d'État, il est le premier candidat. Je note que il y avait plusieurs motions contre la vie chère, la dislocation de la CEI dans sa forme actuelle, la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. J'ai été aussi marqué par la présence des femmes dans des moments de décision. La présidente de la Convention, je crois, c'est Odette Soyer.
la Matago, qui était donc la présidente du comité de contrôle, je passe sous le contrôle du secrétaire général. Aïcha Koné, accessoirement, qui a fait quand même l'ouverture culturelle, on va dire, de la convention. Donc, des femmes ont joué des rôles importants pour cela. Par contre, moi, j'ai été un peu déçu du discours du président Laurent Gbagbo. Alors, le président Gbagbo s'est prononcé sur plusieurs choses. Hein. Il a dit notamment, je m'engage à désendetter la Côte d'Ivoire. Oui. Il s'est prononcé sur la lutte contre la corruption. Il a pris 10 engagements. Il a pris 10 engagements. Et sur les 10 engagements, sur les 10 thématiques, il s'est prononcé. Mais une question centrale pour moi n'est pas venue. Laquelle? Comment? Voilà. Comment il fait cela? Il dit par exemple... La mise en œuvre. Voilà. Moi, je l'attendais sur cela, en fait. Je l'attendais moins sur les blagues. Parce qu'à certains moments, j'ai eu beaucoup de peine parce que le décor noir derrière, bon, je n'ai absolument rien contre les humoristes, mais ça ressemblait souvent avec les railleries de la foule, ça ressemblait souvent à une scène de Perpignan. Je n'ai absolument rien contre de Perpignan, hein, il est un très bon humoriste. Dans son domaine. Mais je me suis dit, au niveau d'une convention d'un parti politique, face à un candidat potentiel du pouvoir qui s'appelle Alassane Ouattara, qui, en tout compte fait, a un bilan important, je m'attendais à des propos plus fermes, à des propositions plus concrètes, à la façon dont on met en œuvre, par exemple, quand le président Laurent Gbagbo dit « je m'engage à désendetter la Côte d'Ivoire », il a dit « oui, je sais le faire », mais il n'a pas dit comment, d'autant que sous lui aussi, il y avait une dette. J'attendais mieux. Très bien. Vous allez réagir tout à l'heure, honorable, évidemment. Alafé Ouattili, réaction? Je dirais que peut-être le président Gbagbo a donné une petite indication sur la question en disant que lui, le politique, il donne la vision. Après, il y a les Bonne-Boabré, il y a les Koulibaly, Mamadou qui disent le comment. Donc ça, c'est un. Maintenant, de deux, moi, ce que j'ai noté, c'est vrai que la thématique du match retour n'a pas été abordée, le mot match retour n'a pas été abordé, mais le président Gbagbo a terminé son message d'orientation générale par une expression ancienne. Donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Donc, et puis il a posé des questions anciennes. Qui a financé la rébellion, qui a fait la rébellion, comment il y a eu telle ou chose. La question qu'il a aussi soulevée tout à l'heure, il ne l'a pas dit ouvertement, mais qui a gagné l'élection? Le Conseil constitutionnel ayant dit que c'est lui qui a gagné, donc il était là à sa place. Donc ça nous ramène encore à beaucoup de choses. Et on était ici il y a quelques semaines où le PPACI avait parlé de dialogue politique pour trouver une solution à la question de l'éligibilité du président Gbagbo. Je voudrais savoir si, par rapport au dialogue politique, depuis lors, les choses ont évolué. C'est la question que je voulais poser. Et puis, je voudrais aussi savoir de quel ancien banquier parlait le président Gbagbo après avoir parlé d'un économiste. Le président Alassane Ouattara a été certes banquier, mais il est connu comme économiste. Est-ce que c'est de la même personne qui est à la fois économiste et ancien banquier que parlait le président Laurent Gbagbo, ou bien parlait-il d'une autre personne? Voici là quelques observations que je voulais faire en espérant avoir l'occasion tout à l'heure de revenir par rapport au débat sur deux observations relativement à ce que le président Gbagbo a dit lui-même qu'ils nous renverront dans la fin du débat de tout à l'heure. Mamadou Touré, vous êtes membre du gouvernement. Laurent Gbagbo estime que ce pays est surendetté, donc il s'engage à désendetter la Côte d'Ivoire. Il a annoncé plusieurs actions sur la lutte contre la corruption, parce qu'il estime que le niveau de corruption aujourd'hui en Côte d'Ivoire est très important. Le transfert de la capitale à Yamoussoukro, qui a été promis, qui n'est pas encore effectif à 100%. Pas mal de sujets abordés. Vous, quand on est au parti au pouvoir, comment on réagit face à cette convention du D'abord, PPACI? dit André Sylvain Conan, pourquoi vous avez peur des mots? Je veux dire, on est tous d'accord. De quel mot? Non, mais j'en viens, on est certainement en phase. Ce qui s'est passé, c'est du théâtre. Avec des incantations. Là, vous êtes un peu dur. Mais je suis dur parce que c'est ce qui est. Des annonces sans propositions concrètes.
beaucoup de contre-vérités. Vous savez, ils ont géré ce pays. Et je dis toujours, l'analyse qu'on peut faire de leur posture, cette analyse doit se faire du point de vue de la crédibilité. Et c'est extrêmement important à lire. Quand Laurent Gbagbo vient dire que la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi corrompue, et que, en réalité, lorsqu'il laissait les affaires, quand il partait en 2011, la Côte d'Ivoire était classée 154e pays le plus corrompu au monde, par Transparency International. Et qu'aujourd'hui, grâce aux actions du chef de l'État, modernisation des institutions, lutte contre la pauvreté, on a la 87e place. Il ne peut pas venir dire que la Côte d'Ivoire est plus corrompue. C'est quand même sous lui qu'il y a eu le scandale donc des concours. Et je voulais rappeler, quand il dit que lui garantit la liberté d'opinion, mais votre collègue Assalé Timoko, qui l'a mis en prison pendant 12 mois pour avoir dénoncé donc l'achat de concours. Qui a tué Guy André Kiffé? Qui a tué Jean-Hélène? Qui a brûlé... Non, je termine à lire. Oui, bien sûr. Laisse-moi développer. Non, bien sûr. Qui a brûlé le siège donc, du journal Le Patriote, du Nouveau Réveil, de 24 heures? Il n'a jamais été champion de la liberté de presse. La liberté de presse n'a jamais autant régressé que sous Laurent Gbagbo. Donc, de par ses actions posées, on peut se poser des questions sur sa crédibilité. Sur l'endettement, il va désendetter la Côte d'Ivoire. Comment? Il ne le dit pas. Et André Sylvain Kona l'a rappelé, mais sous sa gouvernance, la Côte d'Ivoire s'est endettée. Et puis on parle de la dette comme si la dette était en elle-même un problème. Alors que tous les pays sérieux au monde font de la dette un instrument de développement. Bien sûr, bien évidemment, cela doit être encadré. Vous savez, je peux prendre autant d'exemples. Sur la liberté d'expression, par exemple, je vais rappeler que quand il partait des affaires, la Côte d'Ivoire était 118e. Selon le rapport de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, nous sommes 54e, 2023, le classement. La Côte d'Ivoire a progressé sur le plan des libertés individuelles, sur le plan de la démocratie. Il parle de transférer la capitale à Yamoussoukro. Mais on s'attendait à des mesures concrètes. Mais quand il vient justifier le transfert de la capitale par un changement climatique qui fait qu'il y a la montée des eaux et qu'à Grand Laou, il n'y a même plus de thon parce qu'il y a des eaux, mais est-ce que c'est sérieux? Alors, si vous finissez de transférer les institutions à Yamoussoukro et les populations qui vivent à Abidjan, vous allez les transférer? Je vais vous poser une question. Oui, allez-y. Vous rejetez en bloc tout ce qu'il a dit? Non, j'ai des doutes sur sa crédibilité. D'accord, très bien. On va permettre à Honorable Tchaïdé Jean-Gervais de réagir. Honorable, allez-y. Waouh. Alors, je remercie les amis pour toutes ces questions qui... Alors, sur le comment déjà, on est à une convention. Une convention, c'est pour investir. Et le discours du candidat investi, c'est pour donner les grandes lignes de sa vision politique. Et nous avons écrit tout ça dans un document qui est dans le domaine public aujourd'hui. Très bien. Et que tout le monde peut consulter. Mieux, comme nous l'avons toujours fait depuis que Laurent Gbagbo est dans la politique, nous écrivons ce que nous allons faire et nous essayons de faire ce qu'on a écrit lorsqu'on arrive au pouvoir. Quand il n'y a pas de rébellion, évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand un candidat à la présidence de la République donne les grandes lignes de son programme, de son offre politique, ce qui reste à faire, c'est qu'on prenne chacun de ces éléments pour une analyse au cas par cas. On a 10 piliers de cette renaissance, avec 10 engagements qu'il prend en tant que président de la République. Maintenant, il n'a jamais respecté ses engagements. On va le laisser terminer, s'il vous plaît. Il n'a jamais respecté ses engagements. S'il vous plaît. Bon, d'accord. On va faire comme lui tout à l'heure. Je vous ai longuement écouté. Allez-y. Dit de cette façon, ça veut donc dire que lui, son président, il respecte ses engagements. Bien On sûr. y reviendra tout à l'heure. Allez-y, allez-y. Sur les engagements respectés. Je veux dire qu'il a donc dit ce qu'il va faire dans les grandes lignes. Et lorsque nous serons dans le déroulé ou bien dans l'explication au cas par cas de ces actions de gouvernement, eh bien, on pourra aller dans les détails. Donc, quand on trace la vision, on n'est pas obligé, et je crois savoir que le président Ouattara l'a fait aussi lorsqu'il était candidat. On peut reprendre toutes ces vidéos où il annonçait les grands chantiers qu'il va faire. Quand il promettait les milliards par département, il n'a pas dit comment
il allait faire pour que ces milliards-là, qui ne sont jamais arrivés d'ailleurs... Ah si. Si. Bon, comment il allait faire pour que ces milliards arrivent? Si. Les populations de ces zones-là nous diront si ces milliards sont arrivés. Le moment viendra lorsque la campagne électorale va commencer. Deuxièmement, le dialogue politique. Vous avez posé la question de savoir est-ce que le dialogue politique a été relancé. Bon, alors nous ne sommes pas aux affaires. Nous sommes demandeurs du dialogue. Et fidèle à notre philosophie du asseyons-nous et discutons, nous avons écrit au gouvernement pour dire sur la question des droits civiques du président Gbagbo qui lui ont été, enlevés à la suite d'une condamnation que nous jugeons politique. Eh bien, nous pensons qu'il faut qu'on se voie pour qu'on parle. Puisque ce n'est pas la première fois en Côte d'Ivoire qu'une décision de justice frappe quelqu'un d'inéligibilité. Le président Ouattara, qui était Premier ministre à l'époque, la Cour suprême de Côte d'Ivoire avait déclaré qu'il était inéligible et la décision existe. En 2005, après Pretoria, le président Thabo Mbeki a demandé au président Gbagbo de faire ce qu'il peut en regardant dans la Constitution. Tout le monde est au courant de ça, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc c'est une décision politique pour qu'on puisse avancer. Donc c'est par rapport à ça que nous, on a écrit. Le président de la République est aux affaires, c'est lui qui a les manettes, ça fait la deuxième fois que je le dis sur ce plateau. Il lui est possible d'utiliser les voies qui lui paraissent les mieux appropriées pour effacer la condamnation qui prive de ses droits civiques le président Gbagbo. Ce n'est pas la réinscription sur la liste électorale qui est la question. La question, c'est de lever la salissure qui est sur un homme, qui est l'opprobre qui est sur un homme par rapport à une question, à une manœuvre politique. Et donc, pour l'instant, vous n'avez pas d'issue favorable sur le dialogue politique émanant du gouvernement ou du président de la République? On a écrit au Premier ministre, c'est cela, puisque vous l'avez rappelé. C'est le Premier ministre qui gère le gouvernement. Eh bien, nous sommes dans l'attente de leur réponse. On l'a relancé 2 fois. On attend qu'ils prennent le temps de nous répondre. Pendant ce temps, nous déroulons notre programme politique. Nous partons à l'investiture de notre candidat. Très bien. Et nous faisons ce que la démocratie recommande en pareille circonstance. Il faut s'organiser en tant que parti politique, se préparer et puis attendre que le gouvernement réponde. Après la convention, nous allons certainement les relancer encore pour qu'on discute. Parce qu'il vaut mieux, et je crois que c'est sur ce plateau qu'on disait, lorsque le ministre d'État, le ministre de la Défense est allé au Burkina pour rencontrer son homologue burkinabé. Et quelqu'un disait ici que quand on se parle, c'est mieux parce que là, on évite d'en venir aux mains. Et donc, nous, on pense que c'est mieux de se parler entre Ivoiriens pour lever progressivement tout ce qu'il y a comme obstacle sur le chemin de la décrispation, de la réconciliation, pour qu'on aille à des élections apaisées. Et c'est pour ça qu'on privilégie la parole sur les plateaux de NCI, notamment NCI 360. Alors, terminé. J'en arrive. Allez-y. Alors, bon, la question du banquier, ce n'est pas la première fois que le président Gbagbo, lorsqu'il se prononce, parle de banquier. Si vous revenez au face-à-face qu'il y a eu en 2010, à l'élection présidentielle de 2010, le face-à-face qu'il a opposé au président Ouattara, il avait dit exactement la même chose. Il dit, on me reproche souvent de ne pas être un banquier ni un économiste. Et qu'en revanche, mon adversaire réunit les deux qualités, il est banquier. Mais ce que la Côte d'Ivoire cherche, c'est un chef d'État, c'est un président de la République qui va prendre des décisions. C'est ce qu'il avait dit en 2010. C'est ce qu'il vient de redire. Et ces derniers temps, depuis qu'on a annoncé que le président Gbagbo est notre candidat, les mêmes critiques sur son manque de connaissances en matière économique, en matière de banque, reviennent. Et donc, il a pris l'exemple pour dire, en France, par exemple, je crois que vous avez suivi, il a donné 2 ou 3 cas. Bien sûr. Pierre Bérégovoy, qui a été ministre de l'économie et des finances de Mitterrand et qui a terminé Premier ministre, même s'il s'est suicidé après, eh bien, était un soudeur. Eh bien, il a été l'un des meilleurs ministres de l'économie et des finances que la France ait eu. Donc, il voulait dire par là que mon adversaire, parce que son adversaire, c'est le président Alassane Ouattara, ce n'est pas dans l'opposition. Nous sommes tous dans l'opposition. Donc, il ne peut pas avoir un adversaire dans l'opposition. C'est son adversaire, son face-to-face direct, c'est le président Alassane Ouattara. Et c'est de lui qu'il parle. Et c'est à lui qu'il s'adresse en disant, vos partisans disent tout le temps que vous êtes économiste, vous êtes banquier, et que moi, je ne le suis pas. Mais je rappelle que tout le banquier que je ne suis pas là, voilà ce que j'ai fait quand je suis devenu président. Et je rappelle pour ceux qui le... Est-ce valable à l'intention de tous les banquiers? S'il vous plaît.
Non, non. Ou d'un seul banquier. Il parle à celui qui lui Un seul reproche. banquier. Le seul banquier qui lui reproche. Mais les autres banquiers peuvent être aussi bons que lui, au moins. C'est-à-dire tout autre banquier candidat peut être meilleur que le non-banquier Laurent La question Gbagbo. de fond que ça pose, le débat de fond que ça pose, c'est que est-ce que pour un État, on a besoin des spécialités ou alors on a besoin d'un homme d'État qui a une vision. C'est une question valable pour tout le monde, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, quand on dit... Non pour le candidat Ouattara seul. S'il vous plaît, à la fin. Monsieur Alafé, je peux parler. Oui, allez-y, allez-y. Voilà, Allez-y. je vais parler. Aujourd'hui, là, les deux qui sont en face de moi, là, ils sont Honorable, allez-y. C'est pour ça qu'on vous laisse un temps de parole plus long. Ils sont debout sur moi. Non, allez-y. Non, je voulais dire que, sérieusement, le président Gbagbo soulève la question de fond qui est qu'un État a besoin d'un chef d'État. Il a besoin d'un président de la République. Si par ailleurs, il a une spécialité, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas ça qu'on met en avant. La preuve, c'est que lui-même, historien qu'il est, il a été président de la République et nous avons réussi à renouer les relations financières avec les institutions de Bretton Woods, des relations qui avaient été rompues lorsqu'on arrivait au pouvoir à cause du scandale des 18 milliards de l'Union européenne et grâce à sa 1998, me semble-t-il. En 98, oui. 98, pardon. Eh bien, on a renoué. Lorsqu'il y a eu la transition militaire, tout était fermé. Il n'y avait aucun contact. Il a renoué. L'historien a renoué. Je termine. Oui, terminez. L'historien a renoué avec les institutions. Mieux, par sa gestion rigoureuse dans le cadre du budget sécurisé, on a pu être éligible au PPTE auquel on est revenu maintenant, là, pour avoir le point de décision. Et le point de décision, on a tellement bien travaillé qu'au moment où on nous renversait, on était au point d'achèvement. Et c'est les retombées de ce point d'achèvement-là qui ont été dilapidées. Et puis on est redevenu PPTE aujourd'hui encore. Très bien. Donc, je termine la dernière question. En 30 secondes, ça fait un moment que vous avez la parole. Oui, bon, on a posé beaucoup de questions. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je voulais laisser du temps aussi. Voilà. Le monsieur Touré dit c'est du théâtre, c'est des incantations et tout. Bon, nous avons organisé une convention. D'accord? Si certains trouvent que c'est du théâtre, bon, c'est leur appréciation. Mais les militants du PPACI ont estimé qu'il nous fallait faire cette réunion du parti, procéder à l'investiture de notre candidat et puis aller en campagne. Peut-être que ça ne s'est pas fait de la manière dont le RHDP aurait voulu, mais on les attend quand ils vont faire leur convention. Peut-être qu'elle sera plus théâtrale ou plus chose. Et à la convention, certainement, qu'ils vont faire des projections PowerPoint pour décrire dans le moins de détails comment ils comptent mettre en déroule leur programme. On le verra. Mais nous avons fait une convention dans la rigueur. Maintenant, la liberté de presse, franchement, dire que Laurent Gbagbo, c'est lui qui est liberticide, bon, évidemment, il y en a qui, quand ils regardent dans le miroir, au lieu de se voir soi-même, ils voient les autres. C'est quelque chose qu'il faut soigner aussi. Laurent Gbagbo n'est pas liberticide. Surtout l'un s'en faut. En matière de liberté de presse, c'est celui qui est à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité de ceux du monde de la presse, à libérer le monde de la presse. Maintenant, Jean-Hélène qui fait tout ça, bon, on aurait pensé que quand il était au pouvoir, il a caché la vérité sur l'assassinat d'André Kiffé. Maintenant, 14 ans après, ceux qui accusaient d'avoir tué Kiffé ne nous ont toujours pas dit, avec tous les moyens de l'État qu'ils ont, en quoi et comment, avec preuve à l'appui, le président Laurent Gbagbo, ou ce régime, aurait procédé à ces assassinats. Très bien. Il faut maintenant qu'on sorte aussi des anathèmes et des invectives inutiles pour aller au débat essentiel. Qui propose quoi pour la Côte d'Ivoire et comment on fait pour remettre ces pays ensemble pour commencer à faire le travail de la reconstruction nationale? C'est ça qui est le plus important. Allez. Très bien. Alors, je reviendrai, monsieur le ministre. Vous me permettrez de prendre monsieur Copry Martial, qui nous appelle de Paris, qui a une question pour l'honorable TID Jean Gervais. Une question, me semble-t-il, sur la thématique de la réconciliation nationale. Monsieur Copry, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali, bonsoir à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Nous vous écoutons très rapidement. Je comprends difficilement qu'on puisse parler de réconciliation nationale. Pourquoi? Des anciens amis arrivent difficilement à se réconcilier. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, avec Assimi Nguessan, avec Blaise Goudé, avec Simone Gbagbo, sont divisés et ils veulent réconcilier toute la nation. Comment est-ce qu'ils arrivent à réconcilier toute la nation quand ils n'arrivent pas
à réconcilier leurs anciens amis. D'accord. La première question. Ensuite, Ah, il y a une deuxième. Allez-y rapidement. Oui, rapidement. C'est par rapport aux civilités. Alors, on dit Vladimir Poutine, on dit Emmanuel Macron, on dit Joe Biden, et on exige qu'on dise Monsieur le ministre, ou Monsieur le président, ou Monsieur le directeur général. Non, il faut à un moment donné être cohérent. Si on dit Emmanuel Macron qui est un président de la République, si on dit Vladimir Poutine qui est un président de la République, on dit Joe Biden qui est un président de la République, il faut accepter qu'on puisse dire Alassane Ouattara, qu'on puisse dire Mamadou Touré, qu'on puisse dire, je ne sais pas, même Ali Diarasouba, sans avoir... Oui, moi, on peut m'appeler comme ça, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà, une civilité, Enfin. Monsieur le Président, Son Excellence, le haut représentant du président de la République... On a bien entendu votre point de vue. Représentant et tout ça. Merci beaucoup, voilà. M. Kopri Martial. Merci, Honorable, vous allez répondre à cela tout à l'heure. Oui. Toi, Mamadou, allez-y. Mais Kopri vient de dire une chose importante. Laquelle? Et qui me conforte donc dans ma position. Tout le débat tourne autour de la crédibilité des acteurs. Parce que tout à l'heure, il dit qu'on regarde ce que chacun propose. Oui, mais tout le monde peut proposer. Mais quelle est notre crédibilité dans notre proposition? Vous parlez de réconciliation nationale, il a dit, vous avez divisé votre famille politique. Vous n'arrivez même pas à vous asseoir avec vos enfants, etc., pour parler. Vous parlez d'avoir un chef d'État et non un économiste, etc., et qu'il faut un homme d'État. On est d'accord. Oui, il faut un chef d'État. Il faut un homme d'État, quelqu'un qui sait décider. Mais Laurent Gbagbo est tout sauf un homme d'État. Et ça a été démontré depuis qu'il gouvernait et depuis son retour. Toutes les actions posées sont de nature même à discréditer la fonction qu'il a incarnée à un moment donné. Exemple. Vous cherchez un chef d'État, vous avez un chef d'État à la tête de ce pays, qui sait décider, qui sait prendre des décisions, qui sait protéger sa population, qui sait sécuriser sa population, qui sait prendre des options courageuses pour son pays. Alors, je ne sais pas s'il sera candidat. Mais je regarde plutôt le projet du PPACI, parce que je pense que c'est un projet qui est présenté. Que Laurent Gbagbo soit candidat ou pas, ce projet sera présenté en 2025, avec certainement le candidat par substitution qui va remplacer Laurent Gbagbo s'il n'est pas candidat. Et donc nous disons que sur ça, le PPACI n'est pas crédible. Vous parlez de liberté de la presse, je suis très factuel, monsieur. Assalé Timoko a-t-il été mis en prison parce qu'il a dénoncé la corruption de votre régime ou pas? A-t-il été condamné à 12 mois d'emprisonnement ou pas? Niamate, qui était journaliste au Nouveau Réveil, qui a traité donc Laurent Gbagbo d'Ali Baba et des 40 voleurs, a-t-il eu des ennuis judiciaires et a-t-il été condamné ou pas? On ne peut pas tromper les Ivoiriens. Pour délit de presse? Bien sûr, pour délit d'opinion. Vous avez la décision? Délit d'opinion. Il a été poursuivi pour avoir dénoncé Laurent Gbagbo et son entourage. Alors, allez à l'hôtel Ivoire pour dire, oui, voilà, moi, Yodé et Siro, ont chanté ceci. À la limite, je suis le seul dirigeant en Côte d'Ivoire à avoir condamné, alors que votre secrétaire, qui a été mêlé à une affaire de corruption avec une maison de téléphonie mobile, qui avait été arrêté, vous l'avez fait libérer. Alors que Gossio Marcel et l'ancien gouverneur d'Abidjan, Amoundji, à la suite d'une enquête diligentée par l'ancien Premier ministre Bani, mêlé aux questions de déchets toxiques, qui avaient été débarqués de leurs fonctions, Laurent Gbagbo les a réinstallés en toute impunité. Vous n'êtes pas crédible. Sur tous les sujets que vous abordez, vous n'êtes pas crédible. Très bien. André Silver-Conan. Ensuite, Honorable Tchédé va réagir à tout cela. André, allez-y. Pour être honnête, sur le plan de la liberté de la presse, le classement de Reporters sans frontières classe mieux aujourd'hui la Côte d'Ivoire, pour être honnête. Moi, je suis un exemple parfait. J'étais journaliste au sein d'une rédaction Nouveau Réveil, pour ne pas citer. J'ai été arrêté sous Laurent Gbagbo pour un dossier que j'avais fait avec mon directeur de publication à son temps, Denis Kazian, qui est aujourd'hui maire de Tout-le-Pleu. Ça, c'est vrai. Et l'affaire de Niamante qu'il cite, moi j'étais rédacteur en chef à ce moment du journal Le Repère, et Niamante avait été aussi arrêté, c'était sous Laurent Gbagbo. Il est indéniable qu'il y a eu du mieux entre hier et aujourd'hui, et l'indicateur le plus intéressant, c'est celui du classement de RSF. RSF, c'est Reporters sans frontières. Voilà. Maintenant, parlant de l'affaire du banquier de l'économiste, je pense que peut-être que le PPACI devra clarifier les choses avec son allié potentiel ou son partenaire. Je ne sais plus très bien le statut qui existe entre les deux parties. Avec les gens du PDCI qui comprennent que
le président Laurent Gbagbo s'est aussi attaqué à l'ancien banquier Tidjane Thiam. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si je suis en train de prendre un exemple sur les présentateurs... dit qu'il ne s'agissait pas de Tidjane Thiam. Oui, mais il a aussi dit, quand Alafé lui a posé la question, il s'agit de tous les banquiers et il n'a pas pu dire spécifiquement qu'il ne s'agit pas de Thiam. Voilà, donc il faut peut-être, c'est pourquoi je dis qu'il faut peut-être clarifier cela avec leurs partenaires. Voilà. Mais sur la question du banquier, le président Laurent Gbagbo s'est trompé. Il a cité l'exemple de Georges Pompidou. Mais c'est le mauvais exemple. Parce que Georges Pompidou était banquier. Si, il a cité. Il a cité Georges Pompidou. Oui, il a cité Georges Pompidou. Georges Pompidou était banquier. Voilà, donc même cet exemple qu'il a pris n'était pas juste. Quand il a pris l'exemple du dernier Premier ministre de François Mitterrand, mais qui était le dernier Premier ministre du président Laurent Gbagbo? C'est Gilbert Akembo, professeur en économie. Donc, ça ne cadre pas avec ce que lui-même dit. Vous voyez, et il faut que les politiques comprennent que la Côte d'Ivoire d'hier n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Il y aura des gens comme nous qui vont décrypter leur discours. Et donc, ils doivent être de plus en plus outillés, prendre suffisamment d'éléments pour ne pas nous amener à faire ce genre de critique. Alors, tout à l'heure, le secrétaire général a dit que le moment arrive, notamment pendant la campagne. Moi, c'est un débat constant que je mène avec les opposants. Non, c'est une erreur. Moi, en tant que citoyen, j'attends que les partis d'opposition viennent me convaincre de ce qu'ils pourraient faire de mieux qu'Alassane Ouattara. Parce que, je le précise, on peut aimer le président Alassane Ouattara ou ne pas l'aimer, mais son bilan macroéconomique, il est indéniable. Il est bon. En dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher, on voit qu'il y a des indicateurs qui se sont améliorés. C'est indéniable. Et donc, face à un candidat potentiel pareil, et quand bien même il ne serait pas candidat, face à un candidat issu de son camp, il faut plus que des incantations pour convaincre le citoyen que nous sommes, que les partis d'opposition ont la capacité de faire mieux. Et donc, sur cette thématique, il ne faut pas attendre la campagne. Il faut que le PPAC nous dise, par exemple, sur la question de la sécurité, comment il compte s'y prendre pour ne pas qu'il y ait encore une rébellion, puisque sous le président Laurent Gbagbo, il y a une rébellion. Voilà, donc on attend leurs propositions, surtout sur la faisabilité de toutes leurs propositions. C'est très important pour les citoyens. Alors, ça fait beaucoup de questions en même temps. Honorable, allez-y, vous avez du temps pour répondre à tout ça. Alors, ça fait effectivement beaucoup de questions. Je commence par la dernière. Sur la question de la rébellion qui rejoint un peu ce qu'a dit le frère Touré Mamadou, c'est-à-dire que quelquefois, quand j'entends les gens parler, c'est comme si c'est celui dont le régime a été attaqué là qui a eu tort. D'accord? C'est exactement comme si, M. Diarra-Souba, vous sortez de ces studios et puis vous vous faites braquer à la sortie par des voleurs. Ils vous prennent votre voiture, vous prennent votre machin. Et puis bon, je touche du bois, j'espère que c'est mentir. Oui. D'accord. Et puis on dit, mais Diarra-Souba, toi aussi, comment tu as fait et puis on t'a volé? Tu n'as pas été suffisant. Donc on met tout le tort sur lui. C'est vrai que comparaison n'est pas forcément raison, mais on doit savoir, on doit reconnaître que ceux qui aujourd'hui disent oui, nous avons bénéficié de la rébellion, mais tu aurais dû être plus malin et puis ne pas te faire avoir par la rébellion. La rébellion, ce n'est pas juste un gala qui s'est passé. Il y a eu des vies qui ont été détruites, il y a la Côte d'Ivoire qui a été défigurée, il y a des plaies profondes que ça a laissées aujourd'hui et qu'on a du mal à refermer. Donc quand on en parle, il faut avoir un peu de retenue pour dire, c'est vrai que la caricature, lorsqu'on est dans une joute politique, est un recours aisé et facile, mais il faut rester un peu mesuré et un peu modéré dans cette... Les Ivoiriens qui souffrent aujourd'hui encore de ce que la rébellion a apporté, a causé comme dommage à la Côte d'Ivoire, sont très nombreux.
Et ils souffrent de ça. Ils soupirent tous les jours, puisque, bon, rien n'est fait pour les soulager. Aucune vérité n'est dite sur les milliers de morts à Diokwé, sur les milliers de morts un peu partout à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc la rébellion, là, ce n'était pas un gala. C'était quand même des tueries massives, des massacres qui ont été faits. Et dire que Laurent Gbagbo n'est pas crédible parce qu'il n'a pas pu empêcher une tentative de coup d'État qui s'est transformée en rébellion, c'est un peu trop court et c'est un anathème trop facile. Il ne faut pas caricaturer comme ça. On cherche aujourd'hui à sortir de là et à aller de l'avant. Toutes les grandes nations sont passées par des épreuves difficiles. C'est pour cela que nous ne sommes pas dans la récrimination, nous ne sommes pas à ressasser ce qui s'est passé, mais Laurent Gbagbo est un homme d'État, un président responsable qui a passé tout son temps à faire en sorte, depuis que la rébellion a éclaté, à faire en sorte que ce pays-là reste sur ses piliers fondamentaux. Et la tentation était facile d'aller recruter, comme les autres l'ont fait, des gens pour mettre le pays à feu et à sang pour pouvoir se maintenir au pouvoir. C'était possible. Mais il a opté pour la discussion, pour la négociation, afin que les fils de ces pays, dont certains, pour des motifs qui leur étaient propres, ont pris les armes pour déstabiliser et tuer leurs propres frères, se retrouvent, qui se parlent, qu'on se pardonne plus tard. Donc, parler de ça avec autant de légèreté, ça révolte ceux dont les parents sont morts. Il faut éviter de faire ça. Cela dit, dire que le président Gbagbo n'est pas crédible, si on prend les 10 ans du président Gbagbo à la tête de ce pays, il est arrivé au pouvoir en 2000. D'accord? Octobre 2000. De janvier 2000 jusqu'à septembre 2002, il avait un premier ministre qui était Afin Guessan, avec un gouvernement avec 21 ministres. Tous les autres, c'était le PDCI et puis d'autres. Mais à partir de Markoussi, le gouvernement Seydou Diarra, le FPI de Laurent Gbagbo avait 11 ministres sur les 35. Le gouvernement Bani, le FPI, avait 9 ministres sur les 36. Le gouvernement Soro 1, le FPI, avait 11 ministres sur la trentaine, 35, 36. Le Soro 2, c'était pareil. Alors, dire qu'ils ont géré ces pays, la majorité des ministres du gouvernement du président Gbagbo, à partir de mars 2003, lorsque on est revenu de Markoussi, 3/4 des postes ministériels étaient retenus par la rébellion et ses alliés politiques. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est facile de dire aujourd'hui qu'ils ont géré ces pays. Le président Gbagbo était président de la République, mais tous les premiers ministres étaient ceux qu'on lui imposait dans le cadre des discussions, parce qu'il y avait un groupe qui avait les armes, et lui voulait reconstituer, remettre son pays en état, enfin ensemble, réunifier son pays, comme on dit. Et c'était ça. Donc, partir de là pour dire que tout ce qu'il a promis, il n'a pas fait, je suis désolé. Lorsqu'on avait les mains libres, on a commencé à tellement bien travailler que certains ont estimé que si on le laissait continuer là, il allait les rendre obsolètes et inutiles. Et c'est pour cela qu'ils sont allés s'armer au Burkina pour venir déstabiliser le pays. La Côte d'Ivoire, je le rappelle, était à le creux de la vague. Et par la gouvernance du président Gbagbo, on est revenu progressivement à une situation stable sans aller s'endetter à travers ce qu'on a appelé le budget sécurisé. Lorsqu'on a commencé à être stable, les gens sont revenus vers nous pour dire « bon, on va vous admettre maintenant au PPT ». Je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, tout ce qu'on avait commencé à faire, à savoir l'école gratuite et tout cela, a dû être interrompu lorsque le pays a été divisé en deux et qu'avec les ressources de 40% du territoire, on entretenait l'ensemble du territoire national. Moi-même, j'ai été directeur financier au CNPRA, qui était chargé du redéploiement de l'administration dans la zone qu'on appelait CNO. Donc, je suis bien placé... Centre-Nord-Ouest. Centre-Nord-Ouest. Je suis bien placé pour dire quels étaient les dégâts qui avaient été faits là-bas et qu'on réparait avec l'argent du Sud. Je suis bien placé. Oui, je suis bien placé pour le savoir. Alors, donc, on n'a pas fait d'incantation en Côte d'Ivoire. Encore une fois, je rappelle que lorsqu'on va à une convention, on donne dans les... Parce que sinon, on va passer la semaine là-bas. Si on doit décrire pilier par pilier ce qu'on voulait faire, eh bien, dans un souci pédagogique, c'est bien. Et ça va venir après. Alors, je prends la suggestion d'André Sylvain Kona qui est de dire de ne pas attendre
les élections, enfin, la campagne électorale pour expliquer ce qu'on veut faire. Ce n'est pas ce que j'avais voulu dire. Ce que j'avais voulu dire, c'est que lorsqu'on a fini, on va maintenant prendre point par point les piliers, 10 piliers pour les expliquer à la population. Très bien. C'est une habitude chez Laurent Gbagbo d'expliquer la vision qu'il a fait. On écrit dans les livres et puis après, les représentants du parti, à travers des tournées, à travers des conférences, nous, on a la tribune du PPACI qui passe tous les 15 jours et vous verrez qu'à partir de jeudi prochain, chaque 15 jours, on va prendre un des thèmes pour expliquer, pour le développer. Très bien. Pour que ceux qui veulent comprendre ce qu'on veut faire puissent le savoir. Très bien. Maintenant, on n'est pas, je vais dire, on n'a pas la science infuse. On n'a pas, mais nous avons une ambition. Et cette ambition, c'est de faire en sorte que l'être humain soit placé au centre de notre politique de développement. Très bien. Et c'est pour cela que l'indicateur qui nous intéresse le plus, vous aurez remarqué que dans les 10 piliers, là, on commence par la santé, après c'est l'éducation, après c'est le logement, ensuite la sécurité, ainsi de suite. Donc c'est l'individu, c'est l'être, c'est le citoyen qui est la première préoccupation de la gouvernance de Laurent Gbagbo. On l'a prouvé hier et nous sommes capables de faire la même chose et mieux demain. Voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas verser dans les anathèmes, dans les invectives et autres là, parce que ça n'a pas d'intérêt. Très bien. Oui, monsieur le ministre, allez-y. Non, Ali, vraiment, je le félicite d'abord. Hein. Il fait bien le service après-vente. Mais je pose toujours le problème de la crédibilité. Quand M. Tchédé vient dire que eux, ils ne veulent pas ressasser un peu le passé, qu'il faut avancer. Mais qui, depuis son retour en Côte d'Ivoire, parle de rébellion, qui a fait le coup d'État, qui a gagné les élections? Mais c'est Laurent Gbagbo qui ressasse le passé. Nous, on a fait évoluer les Ivoiriens, qui aujourd'hui sont plutôt axés sur leurs conditions de vie, l'amélioration de leurs conditions de vie. Qui revient sur qui a gagné les élections, qui a tué à l'Ouest, etc. Mais vous ressassez là. Quand vous dites que vous n'avez pas géré, et que vous n'avez eu que 2 ans, et qu'après, il y a eu, vous n'avez que 11 postes de ministres. Mais qui a dit en Côte d'Ivoire qu'en dépit donc, du gouvernement d'union, que c'est lui qui avait le BIC, et donc c'est lui qui décidait? Qui a dit ça? Pour les nominations Qui a recusé certains ministres qui sont sortis du gouvernement? Qui sont revenus après. Amadou Gon Coulibaly sorti du gouvernement. Ahmed Bakayoko en 2010 sorti du gouvernement. Oui. Marcel Amontano sorti du gouvernement. Oui. Donc, en réalité, qui signait les décrets? Pour les nominations. Donc, vous ne pouvez pas vous dérober de votre responsabilité dans la gouvernance de son pays. Et qui, quand vous dites que, oui, vous avez eu à faire des rébellions et donc par rapport à ça, vous n'avez pas pu gérer, etc. Mais je vous rappelle que Lili Dakwasi, il est cadre du PPACI. Lorsqu'il a été pris au Togo, sa vidéo est sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous avez préparé depuis le Togo et le Ghana une rébellion en Côte d'Ivoire? Mais c'est parce qu'on a été efficace. Abeyi qui a été attrapé, et il a fait des aveux. On vous a mis en échec. Ce n'est pas que vous n'avez pas eu l'intention de déstabiliser. Ce n'est pas que vous n'avez pas eu l'intention de faire des coups. Un chef, c'est celui qui sait faire face aux menaces. Parce que la menace, elle est conjoncturelle. Je ne dis pas forcément qu'aujourd'hui, on parle de terrorisme ailleurs. Donc un chef, c'est celui qui prend la pleine mesure de ses responsabilités et qui sait y faire face. Ensuite, allez, il y a d'autres sujets, et c'est pas là vraiment que je voulais peut-être... Ils ont parlé de la commission électorale indépendante. C'est méprisant. Pourquoi? Que de venir traiter des pères de famille d'affamés. Parce que Laurent Gbagbo dit que la majorité des membres de la commission électorale indépendante est affamée. Ça a été dit? Ça a été dit. Et dit-il connaît en tout cas des gens dedans. Mais c'est méprisant. Peut-être qu'il sait de quoi il parle. Il parle de découpage électoral. Mais vous n'êtes pas crédible. Est-ce que vous savez qu'en en novembre 2000, alors que nous n'avions que 175 sièges de députés, Laurent Gbagbo a fait passer le nombre de sièges à 225, 50 postes de sièges de députés. Qui s'est interrogé de savoir quelle était la clé de répartition de ces 50 sièges de députés? Sur les 50 sièges de députés, vous allez répondre. Sur les 50 sièges de députés, vous allez m'excuser, bon, à la fin, il va réagir. Sur les 50 sièges de députés, il y a une clé. 25, la moitié dans le Grand Ouest, 13 à Abidjan. Donc, sur les 50, 38 dans des bastions, considérés comme les bastions de Laurent Gbagbo. Et c'est ce qui a permis à Lili Dakwasi, Mamadou Coulibaly et autres d'être des députés. C'est vous qui allez parler du découpage électoral.
rappeler que depuis qu'Alassane Ouattara est là, c'est vrai qu'en 2011, nous avons eu donc 30 sièges en plus, mais répartis à presque pas égal entre le Grand Nord et le Grand Sud. Là où vous, sur les 50 sièges que vous aviez, 25, la moitié l'ont été dans le Grand Ouest et 13 à Abidjan. Pour les élections locales, parce que ce qu'ils disent, c'est que si le RHDP a gagné ces élections locales aujourd'hui, c'est parce que nous avons un découpage favorable au RHDP. Alassane Ouattara n'a créé que 4 postes de maire, 4 sièges de maire, 4 communes. Je parle de Gbeleban, Ateguakro, d'Ondoussi et de Sekensi. Mais le reste des sièges l'a été par le PDCI. Mais Laurent Gbagbo a tenté une forfaiture en son temps, en créant... Non, c'est qu'ainsi. Non, c'est Gbeleban, Ndouci, Ateguakro et Assini. Et plutôt Assini. Mais allez, est-ce que vous savez que Laurent Gbagbo avait créé près de 1000 communes en Côte d'Ivoire? Et que sur ces 1000 communes, 400 l'étaient à l'ouest. Vous n'êtes pas crédible. D'accord. Ça, vous l'avez dit, monsieur le ministre. Alors, Alafé Wakili, ensuite, honorable Jean Gervais, vous revenez. Alafé, vous n'avez pas parlé depuis un moment, les choses n'ont pas évolué depuis lors par rapport au dialogue politique. Je vois qu'en 2020, le Conseil constitutionnel avait rejeté la candidature du président Gbagbo. Donc, j'ai aussi entendu pendant la convention un rappel qui a été fait de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça me permet de revenir sur un point de tout à l'heure, sur le rapport des uns et des autres aux institutions. Puisque le président Gbagbo lui-même, il a dit le vendredi, il a parlé de 2000. Il a dit comment Guéya avait voulu faire son hold-up. Or, nous avons tous constaté qu'il y a eu une commission électorale ad hoc avec, lorsque Guégué Honoré refusait, il y a une commission électorale ad hoc qui a donné des résultats et proclamé feu le général Guégué Robert vainqueur. Et il y a eu une prestation de serment devant feu le président Tiakone. Non. Le Conseil constitutionnel n'a pas proclamé. Il n'a pas eu le temps, en tout cas, de prêter serment. Le Conseil constitutionnel n'a pas proclamé. Non. Ben si. Vous avez terminé à la fin? Non. Vous avez terminé, allez-y. Ça a été fait. Et le même Conseil constitutionnel, en 2000, est revenu lorsque la commission de Guy Honoré a été réinstallée, elle a proclamé les résultats et le même Conseil constitutionnel est revenu pour investir le président Laurent Gbagbo. C'est pour dire que la classe politique est coutumière des reniements des institutions. Et que 2010, s'il y a eu 2010, c'est peut-être parce qu'il y a eu 2000. Et peut-être parce qu'il y a eu 2000. D'accord. Et que donc, il faudrait rappeler ça et souhaiter que ce genre d'attitude-là peut-être change au niveau de tout le monde. Et je voudrais terminer aussi pour demander au secrétaire général de nous dire un peu plus sur la notion de nègre fondamental dont Monet Emmanuel a parlé en faisant allusion à Aimé Césaire. Et le président Laurent Gbagbo a été assimilé au nègre fondamental, qui est un concept théorique et un concept assez intéressant du point de vue de la négritude et de l'histoire de l'Afrique. Est-ce qu'il peut un peu éclairer la lanterne des téléspectateurs sur la question? Très bien. Alors, oui. Vous voulez réagir? Oui. Là, on permet à l'honorable Thierry d'avoir du temps nécessaire pour répondre à trop. Allez-y rapidement. D'accord. Alors, rapidement, non. En 2000, le général Gueye n'a pas prêté serment. Il n'a même pas eu le temps de le faire. Il y a eu donc... Il a fait une déclaration en qualité de président sans prêter serment. En fait, ce n'était pas une commission ad hoc, mais une commission électorale nationale indépendante CENI, présidée par Honoré Gueye. D'ailleurs, je rappelle que quand le président Laurent Gbagbo dit qu'il faut disloquer cette CEI actuelle, il a été le premier justement à disloquer la commission électorale nationale indépendante qui avait été vraiment indépendante en disant non à Robert Gueye en donc créant la commission électorale indépendante, présidée par un proche à lui, le défunt magistrat Camille Audier. Donc, ça, il faut qu'on le dise. Mais le général Gueye, en fait, la CENI avait proclamé vainqueur le président, le candidat Laurent Gbagbo, et le général Gueye avait créé une autre structure parallèle dirigée par Cheikh Daniel Bamba,
au ministère de l'Intérieur pour proclamer ses résultats à lui. Cette CENI, les n'a pas eu le temps de proclamer le président Gbagbo vainqueur. Si. Non, si, avant. Oui, auparavant, oui. Ça a été stoppé. Ça a été stoppé. Donc, il y a une commission ad hoc. Monsieur, oui, c'est ça. On est obligé d'avancer sur ce sujet, s'il vous plaît. On doit réagir à tout ce que vous avez dit. Oui, mais j'ai pas fini. Voilà, justement. Pour moi, en fait, le fait de dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas eu le temps de travailler, pour moi, ce n'est pas recevable. Pourquoi? Parce que je m'en tiens à ces 2 premières années de gouvernance, de 2000 à 2002, avant la rébellion. Prenez par exemple le président Alassane Ouattara. Il a hérité d'un pays totalement exsangue. Mais dès 2012, on avait le plus fort taux de croissance, 9,8%. Et donc, le président Alassane Ouattara aurait pu dire, écoutez, donnez-moi le temps, j'ai hérité d'une situation difficile. Non, il s'est mis tout de suite au travail. Donc, pendant les 2 ans, de 2000 à 2002, on n'a vraiment pas vu ce que le président Laurent Gbagbo voulait vraiment montrer. On n'a pas vu. Personnellement, je n'ai pas vu. Mais l'autre chose, c'est concernant l'exemple qu'il a pris du braquage. Non. Je pense que ce n'est pas le bon exemple. Le bon exemple, c'est le père de famille qui est sous une menace de braquage de bandits et qui est interpellé sur le fait qu'il pourrait avoir un braquage, qui ne sécurise pas le portail, qui ne prend pas les dispositions. Voilà, parce que l'article 54 de notre Constitution, on l'ignore souvent, l'article 54 de notre Constitution dit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Cela veut dire quoi? Il peut y avoir une tentative de coup d'État, parce qu'un putschiste, on ne peut pas le contrôler. Mais c'est la responsabilité du président de la République qui a tous les leviers, qui a tous les pouvoirs, qui on donne un budget de souveraineté, qui a les renseignements, qui a l'armée, qui est chef suprême de l'armée. Voilà, le président de la République a le devoir donc de mater non seulement ce coup d'État, mais aussi cette rébellion. Donc c'est de la responsabilité du chef de l'État quand il y a une rébellion. Honorable Jean-Gervais Tcheïdé, vous êtes visiblement pas d'accord avec ce que André Sylvain Conan dit. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Je ne peux pas être d'accord allez-y. avec ça parce que c'est trop facile de dire ça aujourd'hui, maintenant que nous sommes là et que le pays ne s'est pas somalisé, hein, parce que nous avons fait ce qu'il fallait. Mais de 2000 après ça, dès janvier 2001, il y a eu déjà une première tentative de coup d'État. Hein, ensuite, il y a eu une deuxième. Et puis, c'est la troisième. Le fameux complot du cheval blanc, la Mercedes noire. Non, cheval blanc, ça, c'est avec le général. Oui, la Mercedes noire. Voilà, cabine téléphonique et Mercedes noire. Cabine téléphonique. Bon, donc, et c'est la troisième fois, hein, lorsque, bon, le 18 et 19 septembre, ça s'est passé. Mais un État, un chef d'État, le président Gbagbo, qui vient prendre le pouvoir après 30 ans de gestion du PDCI, tombe sur une armée, un service de renseignement, des cadres en tout cas, qui sont pour la plupart formés, qui sont des Ivoiriens. Et donc, il n'a pas, lui, fabriqué son armée. Et il essaye de faire confiance à des Ivoiriens. Il crée des régions militaires à Korogo, à Bouaké, pour sécuriser, c'est comme ça, fait un chef d'État. Mais qu'est-ce que vous faites lorsque la trahison vient de l'intérieur? Lorsque le verre est dans le fruit, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous essayez de gagner du temps pour sécuriser, nettoyer. Lorsque vous avez ces informations, c'est 2 ans. 2 ans seulement. Mais je ne vais pas aller plus loin dans les détails parce que la question, elle est une question de sécurité nationale. Il y a eu des choses qui n'est pas bon, parce qu'il va falloir citer des noms, il va falloir donner des détails qui, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ne sont pas bien à exposer ici. Mais je dis seulement à ceux qui disent pourquoi le président Gbagbo n'a pas sécurisé toute la Côte d'Ivoire, je leur rappelle, enfin je les informe que des efforts importants de sécurisation ont été faits. Malheureusement, il y a eu de la trahison venue de l'intérieur. Lorsque nous sommes dans une famille... Quand vous dites de l'intérieur de la République, de l'intérieur du parti, du régime... Non, de la Côte d'Ivoire. D'accord. Il a parlé de famille. La famille, on prend l'État de Côte d'Ivoire, le pays comme une famille. D'accord. Voilà. Si dans la famille de M. André Sylvain Conan,
on dit qu'il y a des gens qui sont sur la route, ils vont attaquer d'un moment à l'autre. Et qu'il réunit toute la famille, dit bon, sécurisons-nous. Moi, je vais dans tel village, fermer tout avant que chose, pour ne pas que les gens rentrent. Il y a un cousin, un beau-frère, un machin, qui est en complicité avec ceux qui vont rentrer, les assaillants. Le père ne le sait pas. Là, vous parlez des barons du FPI à son temps. C'est non, bien cela? pas du tout. Laissons-le préciser sa pensée. C'est pour cela que je ne veux pas aller plus loin. Je veux dire que c'est difficile lorsque les citoyens d'un pays ne se sentent pas comme un peuple, comme une nation, et que chacun regarde de l'autre côté, du côté de sa tribu, du côté de sa religion, du côté de son ethnie, et que c'est par rapport à ça qu'il agit et qu'on ne regarde pas l'intérêt national. Dans tous les cas, la rébellion a eu lieu. Ça a fait des dégâts incroyables. Ça a laissé des traces indélébiles. Mais on est en train de gérer ça en tant que frères du même pays, frères de la même famille. On essaie de gérer ça. Mais ce que je reprouve, c'est que ceux qui ont soit participé à ça ou alors en ont bénéficié viennent dire ici que oui, écoutez, vous n'avez pas été vigilant, nous on vous a dégommé, donc ne vous plaignez pas. Ça, ce n'est pas normal. On doit être positif pour aller de l'avant. La question des journalistes qui ont été mis en prison, je reviens là-dessus. André Sylvain Kouna, qui est à côté de moi, est un journaliste que j'admire beaucoup. Donc, s'il affirme qu'il a été mis, je ne sais pas dans quelles conditions, quels sont les chefs d'accusation. Mais il dit que c'est sous Gbagbo. Alors, est-ce que tout ce qui se passe dans le pays par rapport à la justice de la responsabilité du président de la République? Parce qu'il faut que quelqu'un apporte la preuve que c'est le pouvoir exécutif qui a ordonné à un juge ou bien à un système judiciaire de mettre en prison un journaliste pour un délit de presse ou un délit d'opinion. Ça m'intéresse. Je ne dis pas que tout ce qu'ils disent est faux de facto. Je dis que ça m'intéresse d'avoir les éléments de preuve par rapport à ça. Cela dit, le président Laurent Gbagbo a été plusieurs fois vilipendé par des journalistes en Côte d'Ivoire ici, sous nos yeux. Beaucoup de gens lui ont conseillé de porter plainte chez le procureur. Il a demandé, et je suis bien placé pour le savoir, il a demandé de laisser tomber que ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est comment on fait. On était déjà dans la mélasse de la rébellion. Comment on fait pour sortir de cette situation et puis avancer? Bon. Je voudrais maintenant arriver sur le slogan de ministre Touré qui dit « Vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas crédible », comme un disque. C'est pas un slogan, je suis factuel. Je donne des éléments précis. Oui, mais les faits sont contestables d'abord. C'est contestable. Et puis ensuite, les exemples sont, pour être gentils, sont légers. Sinon, je pourrais dire qu'ils sont nuls. Parce que c'est pas vrai de dire que vous avez cité quoi et quoi. Par exemple, je laisse tomber. Vous avez cité quelques cas. Allez-y, donnez les exemples que j'ai donnés. Non, je n'ai pas tout noté, mais ce que je veux dire, c'est que quand on accuse le président Gbagbo, quand on l'accuse, il faut apporter la preuve que c'est en lien avec sa gestion. Voilà. Dire que c'est lui qui avait le BIC. Mais qu'il avait le BIC. C'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Oui, je sais. Et il l'a dit, c'est vrai. Parce que vous vouliez qu'il partage le pouvoir exécutif avec le Premier ministre Seydou Diarra. Oui. La Constitution ne le dit pas. À Marcoussis, la Constitution n'a pas été mise en veilleuse. Donc, il avait la première question qui a été posée à Marcoussis, c'était de savoir est-ce que la Constitution de Côte d'Ivoire est suspendue? Le constitutionnaliste qui a dirigé Marcoussis a dit non. Donc la Constitution est en vigueur. Donc il faut un accord politique pour qu'on revienne gérer le pays. Quand il dit j'ai le BIC, ça veut dire que quand vous m'apportez une liste de 3 ou 4 personnes à nommer à un poste ministériel, j'ai choisi tel plutôt que tel autre. Mais quand je l'ai choisi, il dirige un département ministériel. Il doit travailler en tant que ministre dans une équipe gouvernementale. Est-ce qu'on peut réagir? Mais si l'équipe gouvernementale, ça va prendre... Non, pas du tout. Ah oui, mais si vous posez 1000 questions terminé, auxquelles je dois répondre... Terminé. Voilà, nous sommes d'ailleurs au terme de l'émission. Je suis obligé de prendre mon temps pour y répondre. Bien sûr. Parce que les Ivoiriens qui nous écoutent ont besoin de savoir
si nous sommes tous en train d'aller vers une sortie définitive de tout ce qui nous a retardés pendant ces 2 dernières décennies. Nous sommes dans cette logique. Nous ne tirons pas à boulet rouge sur tel ou tel, encore que nous en avons et les moyens et les éléments, mais nous préférons rester dans la positivité. Mais jeter l'anathème et invectiver à tout bout de champ le président Gbagbo en disant il a fait ça, il avait le bic. Pendant l'équipe gouvernementale, il a récusé certains ministres pour des raisons évidentes. Si vous m'apportez une liste, vous dites, bon, vous avez droit au poste de ministre des Affaires étrangères. Je vous dis, bon, donnez-moi 3 noms pour que je choisisse un au moins. Mais ce sont vos gars. Vous les envoyez, j'ai choisi un dedans. Et puis, j'ai choisi celui que je veux. Maintenant, si celui que je trouve, bon, je ne vais pas dire le moins mauvais, mais en tout cas le plus acceptable, que lui, dès qu'on sort du Conseil des ministres, il s'en va prendre ses ordres auprès de son président de parti, plutôt que de travailler en équipe. Lorsque nous prenons une décision gouvernementale, au lieu de la mettre en œuvre, il s'en va demander d'abord à son chef de rébellion ou bien à son parti politique s'il doit retarder la mise en œuvre ou pas. Ce n'est pas une équipe gouvernementale. D'accord, très bien. Ce n'est pas une équipe gouvernementale, c'est des individus, un attelage mal ficelé. C'est ce que le président Gbagbo a maintenu, il a été obligé de maintenir pendant 8 ans, de 2003 à 2010. Alors, c'est ça qui nous a amené à ce qu'on a appelé les élections bâclées de 2010. C'est cela. Mais je conclus en disant que nous sommes là pour rassurer les Ivoiriens. Très bien. Et je souhaite que tout le monde fasse comme moi. Nous sommes là pour dire aux Ivoiriens qu'il y a eu beaucoup de problèmes au cours des 2 dernières décennies. Nous sommes, la classe politique en tout cas, assez responsables pour aller de l'avant et faire en sorte que ce qui hier nous a mis dans des situations difficiles et a créé des dommages corporels, des dommages moraux, psychologiques et difficiles à surmonter, pour lesquels nous devons ressouder les fils de la cohésion sociale, ceux-là, ces actes, ces paroles et ces attitudes, on doit les laisser derrière nous et aller de l'avant. Très bien. Nous, au PPACI, nous avons dit, on veut compétir. On veut compétir pour la présidentielle de 2025. On veut compétir pour présenter quelque chose à la Côte d'Ivoire, libre aux Ivoiriens de choisir, dans des conditions transparentes, dans des conditions justes, avec une équipe équilibrée, une équipe impartiale. Très bien. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et vivement qu'on regarde ce qu'on dit plutôt que celui qui le dit. D'accord, très bien. Merci. On aura tout le temps de refaire ce débat, évidemment, tous les dimanches, si on en a l'occasion. Monsieur le ministre, très rapidement. Non, mais je vais réagir très rapidement. Au terme de cette émission pratiquement. Rassurez-vous, je vais réagir très rapidement. On est d'accord sur une chose. On est d'accord qu'il faut qu'on avance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire depuis 10 ans. On est d'accord que ce pays a connu de graves crises et le président s'est attelé donc à penser donc ses plaies. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de nos compatriotes, ça va au-delà du RHDP ou du gouvernement, beaucoup d'Ivoiriens réalisent les réseaux sociaux depuis 2 jours, depuis que Laurent Gbagbo a fait son discours, ne comprennent pas cette propension à vouloir ramener le pays chaque fois en arrière. Ça a été à la fête de la Renaissance l'année dernière, à la fête de la Renaissance cette année, et ensuite à la Convention. Comme s'il y avait une haine quelque part, une haine d'esprit de revanche quelque part. Vous savez, pour avancer, il faut éviter le double discours. Moi, j'entends ce que vous dites et je suis heureux d'avoir un cadre modéré du PPACI qui pense que le pays doit avancer. Mais il faut que tout le parti du PPACI, dans les propos et dans les actes, aille dans ce sens. Vous voulez compétir, mais le PPACI peut compétir. Le PPACI a compéti aux élections locales passées, que ce soit à la régionale ou aux élections municipales. C'est vrai que vous avez eu 6 communes, mais vous avez pu compétir. Ils veulent compétir à la présidentielle avec mais personne n'empêche le PPACI de compétir à l'élection présidentielle à venir. Maintenant, cela doit se faire dans le respect de nos institutions, etc. Ali, je terminerai pour dire... Il a évoqué la question du dialogue politique. Est-ce que vous qui êtes au gouvernement et porte-parole adjoint du parti, est-ce que c'est une question sur laquelle il y aura une concession? Non, écoutez, il sait très bien que les échanges sont permanents. D'ailleurs, le président Alassane Ouattara a reçu au palais présidentiel le président Laurent Gbagbo. Ils ont évoqué, selon les termes donc, du communiqué, tous les sujets d'intérêt national et ils ont promis se revoir. Donc, on ne peut pas, alors que le pays a besoin d'avancer, être toujours dans une velléité de petites combines ou petits arrangements politiques sur le dos des Ivoiriens. À un moment donné, il faut de la clarté dans le débat politique. Et ce que je dis, et je ne le dis pas méchamment, M. Tchédé,
je ne suis pas léger quand je parle. Quand vous parlez de réconciliation, quand je dis que vous n'êtes pas crédible, c'est parce que, comme l'a dit l'auditeur, vous n'avez même pas réussi à réconcilier votre propre camp, votre propre famille politique. C'est pas la même chose. Quand vous parlez de corruption, c'est pas du tout la même chose. Je termine. Vous voulez m'interrompre? Laissez-moi m'exprimer. Vous avez fait 10 fois. Vous avez parlé pendant 15 minutes. Quand vous parlez de corruption, je vous dis que lorsque Laurent Gbagbo était à la tête de ce pays, on était 154e. Aujourd'hui, on est 87e. Donc, vous n'êtes pas crédible à nous critiquer. Quand vous parlez de la pauvreté en Côte d'Ivoire, lorsque vous avez laissé ce pays, 51% des Ivoiriens étaient pauvres. Aujourd'hui, nous sommes à 35%. Donc, vous n'êtes pas crédible pour critiquer. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que vous n'êtes pas neuf, malheureusement pour vous. Et comme vous n'êtes pas neuf, vous avez eu 10 ans en roue libre, sans rébellion, tout ce que vous allez tenir comme discours, tout ce que vous allez tenir comme discours sera analysé à l'aune des actes que vous avez posés. Très bien. Vous ne trompez personne. Merci beaucoup. Et les Ivoiriens sont fatigués de ces rendez-vous. Ils veulent avancer et nous allons avancer avec les Ivoiriens. Merci beaucoup, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, membre du directeur du RHDP, porte-parole adjoint du gouvernement. Merci, honorable Atcheidi Jean Gervais. Merci beaucoup, Ali. Député, secrétaire général du PPACI, André Silver-Conan, journaliste fondateur d'Ivoire Hebdo, Alafé Ouakili, journaliste directeur général d'Intelligent d'Abidjan. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes. On est bien obligé de terminer ce débat ici. On n'aura pas les cartons ce soir parce que les hommes politiques ne nous ont pas permis. Ça fait 3 semaines, effectivement, qu'on n'a pas les cartons. Je vous promets, on aura les cartons. Les cartons sont présents physiquement, mais on ne peut pas les attribuer parce qu'on n'a plus de temps. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez un peu plus de 5000 ce soir à nous suivre. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Moi, il donne le carton rouge.